À nouveau, bienvenue à ce rendez-vous résilience. Si c'est votre premier rendez-vous, bienvenue à ce nouveau format que l'on co-anime avec Fanny, qui est psychiatre avec nous chez Résilience. Euh, on est très heureuse de vous inviter à cette sixième conférence en ligne des rendez-vous de résilience, ce soir sur la thématique cancer et anxiété. On est conscient que face à l'inconnu, face à cette maladie, de nombreuses questions peuvent surgir auxquelles on ne sait pas forcément répondre seul. L'anxiété peut survenir à de nombreux moments du parcours, que ce soit au moment de l'annonce, avant la première chimio ou avant la première session de radiothérapie, avant une chirurgie, autant de moments où on peut avoir des montées d'anxiété qui peuvent venir nous paralyser. Et donc l'idée ce soir, c'est de pouvoir en discuter ensemble avec Fanny pour effectivement apporter des clés de réflexion, de réponse peut-être, et vous aider à avancer sur ce sujet. L'idée, c'est effectivement d'interagir avec vous, patients de notre communauté résilience, de converser avec notre experte ce soir, donc Fanny Jacques, qui est psychiatre. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conversation pour qu'on puisse rebondir dessus avec Fanny. Je me présente en quelques mots. Anne-Sophie, j'ai fait face au cancer il y a 12 ans, un cancer de la cage thoracique. Et derrière, j'ai cofondé une association de patients pour les 13-30 ans face au cancer, puisque j'avais 24 ans quand je suis tombée malade. J'ai été engagée depuis plus de 10 ans sur les sujets patients et cancer. Et donc ce soir, je ne me base pas sur ma seule expérience personnelle. Je parle au nom de milliers de retours collectés sur le chemin depuis 10 ans. À mes côtés, pour ces rendez-vous, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir mon binôme, notre super docteur Fanny Jacques, qui est psychiatre ici chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet, spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneur digital sur la santé mentale et a rejoint l'an dernier Résilience pour travailler avec nous sur les problématiques de santé mentale et cancer. Nous avons également en ligne avec nous Sarah, qui sera également à votre écoute pour modérer les questions que vous vous posez dans le chat, auxquelles nous répondrons toutes les trois, toutes les deux, avec Fanny. Alors, petit avertissement que l'on fait à chaque fois. Merci d'éviter des questions concernant particulièrement votre parcours de soins personnel, étant donné qu'on est dans une approche générale et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions-réponses via le bouton Q et R. Je les partagerai à Fanny au fil de la conversation. Si vous souhaitez poser votre question à voix haute, vous pouvez lever la main en cliquant sur le bouton Lever la main et nous vous donnerons la parole. Vous n'avez qu'à ouvrir alors votre micro sans ouvrir votre caméra. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage pour avoir votre retour sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Merci Anne-Sophie pour cette On ne t'entend pas, Fanny, par contre. Ah, mais alors pourtant j'ai mon micro qui est allumé. Vous m'entendez pas? Il faut juste que tu réouvres ton micro. C'est fait, c'est fait. Vous m'entendez? Vas-y, vas-y, c'est bon. Ah, pardon. Il y a eu un petit décalage, je pense, avec au moment où j'ai réallumé le micro. Donc, bonsoir à tous. Merci Anne-Sophie de cette super présentation. Comme à ton habitude. Donc, en effet, moi, je m'appelle Fanny Jacques, je suis médecin psychiatre, je suis enchantée, honorée de travailler chez Résilience. Et donc, chez Résilience, je suis notamment en charge des programmes d'accompagnement pour le bien-être psychologique et la santé mentale des patients qui souffrent de cancer. Et donc, en effet, c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé de nombreuses années. Et parmi les symptômes, notamment psychologiques, qui revient dans ceux qui reviennent le plus souvent chez les patients qui souffrent de cancer, on a l'anxiété. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 75% des patients qui sont atteints de cancer qui, à un moment donné de leur vie, de leur parcours, vont ressentir de l'anxiété. Donc déjà, la première des choses, c'est de vous dire que c'est plutôt normal, un symptôme vraiment classique qui se prend en charge, qui se soigne, qui s'améliore. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous pèse, il ne faut pas se dire, parce que ça c'est
beaucoup de patients se disent ouais, bah, c'est normal, j'ai un cancer, c'est normal d'être angoissé. Donc finalement, j'en parle même pas, je garde ça pour moi et puis je vais me débrouiller. On va essayer ce soir de justement réfléchir un peu à la différence entre ce qu'on pourrait appeler l'anxiété normale, j'aime pas trop ce terme, mais disons acceptable, et puis l'anxiété qui devient vraiment pathologique. Mais c'est de toute façon pas parce que c'est normal qu'on souffre d'anxiété qu'il faut pour autant ne pas s'en préoccuper, parce qu'il y a quand même des solutions qui existent. C'est vraiment une compagne du quotidien pour plein de patients, mais il y a des leviers sur lesquels on peut appuyer et qui peuvent améliorer les symptômes. Donc, comme le disait Anne-Sophie, ça va être à tous les moments du parcours de soins, à partir du jour de l'annonce quasiment, hein, où les patients vont vraiment décrire un tsunami, une vie d'avant et une vie d'après. Et il peut même y avoir des personnes qui étaient plutôt zen, qui n'avaient pas de profil anxieux, etc., qui vont se retrouver vraiment très angoissés à partir de l'annonce. Et puis après, bah, une anxiété qui peut être liée au protocole de soins, aux différents bilans, aux traitements, aux effets secondaires des traitements. Et puis après même, et on appelle ça le syndrome de Damoclès, c'est évidemment la peur de la rechute une fois qu'on a vécu cette maladie du cancer, et ben, même quand on en guérit, c'est pour toute la vie que ça reste dans un coin de notre tête et qu'on peut garder de l'anxiété. Donc, hélas, rencontrer cette anxiété dans le détour de sa vie de patient, c'est quand même, il y a beaucoup d'occasions, les occasions sont multiples et c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en préoccuper. Donc, moi, la seule chose que je vais déjà là vous expliquer avant peut-être de passer aux questions, je voulais vous parler des différentes formes d'anxiété. Donc déjà, on dit anxiété normale, anxiété pathologique. J'aime pas trop ces termes, ça n'a pas tellement de sens. En tout cas, pour moi, ça devient vraiment préoccupant si votre angoisse, elle va vraiment vous empêcher en fait de vivre, qu'elle va vous prendre la tête au sens premier du terme et tellement vous envahir que vous n'êtes plus rien en dehors du cancer et de l'angoisse. Le cancer, c'est de plus en plus une maladie qui est chronique. En tout cas, ça dure longtemps. C'est un vrai marathon. Et donc, d'avoir des montées d'anxiété à certains moments bien définis, c'est assez logique. D'être anxieux du matin au soir et du soir au matin, donc de façon quotidienne et de façon intense, ça, c'est déjà un peu plus pathologique et surtout, c'est pas bon, ça fait pas du bien. Et évidemment, l'idée est d'être dans la meilleure forme psychologique possible pour pouvoir efficacement combattre la maladie. Donc, il y a vraiment une histoire d'intensité et de fréquence. Si c'est tout le temps et si c'est très fort, là, c'est vraiment qu'il faut en parler à son équipe soignante et qu'il faut consulter. Et après, en quelques mots, qu'est-ce que c'est finalement que l'anxiété et comment ça va se manifester? Parce qu'il y a plein, c'est un très gros sac chez nous, les psys, c'est un très gros sac l'anxiété qui contient vraiment plein de choses. Donc vous, quand on vous parle d'anxiété, je pense que les premières choses sur lesquelles vous allez vous dire, c'est ah ben oui, les gens anxieux, ils pensent tout le temps, ils se posent tout le temps des questions. Ça, effectivement, c'est la réalité. Un des gros symptômes de l'anxiété, c'est qu'on ressasse, on rumine, ça tourne en boucle, c'est le petit vélo dans la tête et on ne se sort pas de son sujet, on n'arrive pas à trouver la réponse. Donc finalement, c'est pas vraiment un problème parce que normalement, quand on a un problème, on arrive quand même à en extraire des solutions. Là, c'est plus tellement un problème, c'est un envahissement. Et souvent, finalement, vous savez, l'anxiété, c'est pas forcément, enfin, ça part d'une préoccupation réelle, mais ça va partir ensuite sur du et si, et si, et si. J'ai le cancer, mais et si la chimio ne marche pas, et si mes enfants s'inquiètent, et si j'ai des métastases, et si je rechute. Donc, quand on est anxieux, il va y avoir finalement une projection, on va sortir de l'objectivité, de la réalité et on va se projeter. On dit beaucoup que les gens heureux, ils vivent dans le présent. Les gens déprimés, ils vivent dans le passé, ils repensent à ce qu'ils ont fait, pas fait, réussi, pas réussi. Et les gens anxieux, ils vivent dans le futur, ils sont toujours en train de se projeter avec des scénarios évidemment plutôt catastrophiques que super sympathiques, sinon ça ne serait pas de l'angoisse. Donc vraiment, premier gros symptôme, ça envahit la tête un petit peu tout le temps. Après, on peut avoir des signes physiques de l'anxiété. C'est vraiment le cœur qui bat, l'envie de vomir, l'impression qu'on n'arrive plus à respirer,
des tremblements, des sueurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ça peut aller jusqu'à la crise d'angoisse. On ne se sent pas bien, on va même avoir l'impression qu'on va mourir, qu'on va faire un malaise, qu'on ne va pas s'en sortir. Ça, ce sont des crises d'angoisse. Ça survient ponctuellement. Ça peut survenir notamment avant des rendez-vous médicaux importants, avant des bilans, avant les chimiothérapies, avant d'annoncer à ses proches, par exemple, qu'on est malade, etc. Ça, ce sont des crises d'angoisse. Les manifestations physiques sont vraiment intenses et importantes. Après, ce qu'on retrouve aussi dans l'anxiété, il y a des personnes qui vont développer ce qu'on appelle des formes de phobie. Ça va justement leur donner des crises d'angoisse et ils vont se mettre à éviter certaines situations qui les inquiètent. Et par exemple, en après-cancer, on voit des patients qui ont développé une phobie de l'hôpital. Ils n'arrivent plus à sentir les odeurs. Ils n'arrivent pas à se rendre à un rendez-vous médical autre. S'ils entendent les sirènes d'une ambulance, ça leur provoque des symptômes. Donc ça peut être vraiment une phobie, ou on peut même développer par exemple les phobies de vomir. Si on a beaucoup vomi pendant la chimiothérapie, on ne supporte plus la simple idée d'être malade, d'avoir plus tard une gastro ou d'avoir la nausée. Ce sont des choses qui vont nous préoccuper. Ça peut aller jusqu'au psychotraumatisme où vraiment la phobie elle est très forte. On va avoir des cauchemars, on va revivre des scènes, etc. Tout ça, tous les symptômes que je vous explique, on est plutôt bien sûr dans des formes d'angoisse assez pathologiques parce que très envahissantes, mais c'est aussi de l'angoisse en fait. Ça aussi, c'est de l'anxiété. C'est un autre type d'anxiété. Donc voilà, comme vous le voyez, l'anxiété, elle prend plein de visages, mais c'est pas parce qu'elle vient elle peut venir à tous les temps du parcours et qu'elle prend plein de visages qu'il ne faut pas la prendre en charge et qu'il ne faut pas s'en préoccuper parce qu'il y a tout un tas de solutions qui existent, peut-être pas pour la faire disparaître entièrement, me direz-vous, parce que, encore une fois, c'est normal d'être anxieux quand on est malade. Là, le webinaire, il n'est pas fait pour se dire, vous allez ressortir de là en étant un moine bouddhiste complètement zen. On est malade, forcément on ressent de l'anxiété, mais il ne faut pas que cette anxiété elle soit envahissante et ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Peut-être que Sarah l'a dit, oui, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions précises à nous soumettre, c'est le moment, donc n'hésitez pas dans le chat à le faire et j'y répondrai le mieux que je peux. Et peut-être Anne-Sophie, il y a des questions. Yes, alors j'ai eu une première question de Sylvie qui a 46 ans et qui nous dit, j'ai une famille, un quotidien déjà bien rempli, je prends soin de tout le monde, mais là je perds pied. Cela fait 2 semaines que l'on m'a diagnostiqué mon cancer et je commence la chimiothérapie dans 8 jours. D'un caractère plutôt positif par ailleurs, je me sens envahie de pensées noires, de peurs diverses et variées. Comment m'en extraire pour garder le cap, pour ma famille et mes enfants notamment, sachant que je n'ai encore rien dit, seul mon mari sait. Ok, merci beaucoup Anne-Sophie et merci Sylvie. Alors, je peux pas, évidemment, je prétends pas faire un diagnostic avec quelques lignes, mais de ce que je vois, de ce que Sylvie nous écrit, j'ai l'impression que Sylvie, c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste et qui a l'air qui a déjà une bonne charge mentale, qui a l'air de prendre soin de tout le monde. Et donc, à mon avis, peut-être que Sylvie, c'est sans doute quelqu'un qui est déjà, en l'occurrence, une personnalité un petit peu anxieuse, qui court partout, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la famille et qui a envie d'épargner tout le monde. Et du coup, évidemment, ça va provoquer de l'anxiété, ça va rajouter de la charge mentale, ça va lui rajouter de l'anxiété parce qu'en plus de l'anxiété de la maladie, elle a l'anxiété de vouloir essayer de faire bien pour tout le monde, épargner tout le monde et ne pas changer le quotidien des uns et des autres. Et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée sur du long terme parce que c'est pas, on le disait tout à l'heure, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon et je pense que Sylvie, elle va s'essouffler
quelque chose dont on peut parler. C'est pas le thème du jour, mais on en reparlera. L'anxiété, ça peut conduire à la dépression et ça peut conduire aussi à un burn-out. On peut avoir un burn-out quand on travaille trop. On peut aussi avoir un burn-out quand on est malade et qu'on veut faire comme si on l'était pas et qu'on veut continuer à tout gérer. Donc c'est pour ça qu'il faut soigner l'anxiété. Parfois, l'anxiété, elle n'est pas tellement préoccupante, mais si on s'en occupe pas, elle va pouvoir empirer et finir en dépression ou finir en burn-out. Et là, Sylvie, c'est quand même parti pour un petit moment et donc je crains le burn-out et donc peut-être première chose à faire, il va falloir sans doute vous poser avec votre mari et bien décider quand même si ça serait pas une bonne chose de le dire aux enfants, de le dire à la famille et comment on le dit parce qu'on ne peut pas nier qu'on est malade et donc vous n'allez sans doute pas pouvoir, même avec la meilleure volonté du monde, faire comme si vous n'étiez pas malade. Donc votre quotidien bien rempli où on prend soin de tout le monde, je pense que ça ne va pas être possible de rester comme ça dans le temps. Sinon, Sylvie, la cocotte minute, elle va exploser. Donc la première des choses à faire, c'est de ne pas rester seule, c'est de discuter avec vos proches, de réfléchir avec votre mari à qui vous le dites, comment vous le dites, et ensuite, eh ben, il va falloir réorganiser un minimum votre quotidien. Je raconte souvent une histoire que j'aime bien, et je terminerai ma réponse à Sylvie comme ça. Il y a une différence entre le déni, l'acceptation et au contraire finalement le renoncement. Je m'explique. Imaginons quelqu'un qui veut grimper l'Everest. J'ai déjà donné cette image, mais elle me plaît, mais qui n'a qu'une jambe. Bon, bah, celui qui va faire comme si de rien n'était et qui va y aller quand même à monter l'Everest alors il n'a qu'une jambe, et j'ai quand même un peu l'impression, même si Sylvie a ses deux jambes, mais c'est un peu là-dessus qu'elle part, et ben ça ne va pas marcher. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Quand on est dans le déni et qu'on essaie de continuer de faire comme si tout allait bien, notre monsieur à qui il manque une jambe, il ne montera certainement pas l'Everest. En revanche, il y a l'autre extrême qui est renoncer. Je monte pas l'Everest, je n'ai qu'une jambe, donc je laisse tomber et je ne vais pas au bout de mon rêve. Là, l'équivalent, ce serait je suis malade, je me mets au lit 24 heures sur 24 et je ne fais plus rien et j'attends que ça passe. On ne peut pas renoncer à tout parce que bien sûr, on n'est pas qu'une personne malade et on a une vie et le train de la vie continue d'avancer, la planète, elle continue de tourner, donc évidemment qu'il faut continuer. Donc la bonne méthode, c'est celle finalement du juste milieu. Si on reprend cette personne, eh ben, elle va aller voir un kiné, un orthopédiste, elle va se faire construire une prothèse spéciale, elle va s'entraîner 3 fois plus que les autres, ça va prendre 3 fois plus de temps, mais peut-être là, elle a une chance d'y arriver. Elle a accepté et donc elle s'est adaptée. Et donc, Sylvie, pour pas monter votre anxiété, il faut faire ça. Il faut d'abord accepter pour vous, pour vos proches, et ensuite, il va falloir vous adapter notamment sur votre agenda, sur les choses à faire. Et là, comme ça, l'anxiété va diminuer. Mais je pense que c'est la voie que je vous conseillerais. Je suis entièrement alignée avec ce que vient de dire Fanny. Sylvie, déjà, enfin, je pense que quelque chose que des fois on oublie en tant que malade, c'est que on l'a pas choisi cette maladie, et donc ça vous est un peu tombé de nulle part sur votre parcours de vie. Et effectivement, cette charge mentale de déjà de prendre soin de toute votre famille, de vos proches, c'est très honorable. Mais effectivement, face à cette maladie, en fait, de pouvoir poser des mots dessus, déjà votre époux est au courant, c'est déjà quelque chose de très positif. Mais je suis d'accord avec Fanny que encore une fois, cette maladie, vous ne l'avez pas choisie, et donc de pouvoir mettre les gens au courant autour de vous, ça va permettre de vous décharger de ce stress supplémentaire de qui le sait pas, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, de votre apparence, si elle doit être amenée à changer à cause de séquelles de vos traitements, bah, de toujours être très apprêté. Enfin, en fait, je pense que c'est vous rajouter beaucoup de charge mentale que de ne pas le dire. Et donc, le conseil, effectivement, que l'on vous invite à faire, c'est de réfléchir à comment en parler à vos proches en choisissant ensemble de comment le dire, avec quels mots, dans quel contexte, qui soit juste pour vous et pour votre époux. Mais je pense qu'en tout cas, vraiment, cette anxiété peut aussi vous isoler. Et donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul et aussi de vivre dans l'instant, c'est-à-dire de vivre chaque jour l'un après l'autre. Comme disait Fanny, ça, c'est une évidence, en tout cas pour moi, c'est que le cancer, c'est pas
c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et donc, dans cette logique de marathon, c'est de s'économiser chaque jour. Et si vos proches sont au courant, c'est donc de vous concentrer sur l'énergie que vous avez chaque jour, avec les émotions et avec voilà, le niveau d'énergie que vous avez chaque jour, de vous écouter. Il y aura des jours où ça ira, des jours où ça ira moins bien. Et c'est OK, c'est normal, c'est la vie. De pouvoir poser des mots là-dessus. Et puis derrière, de vous nourrir de tous les petits bonheurs qui viendront ponctuer votre quotidien, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre famille ou juste voilà, de petits bonheurs qui vous feront du bien chaque jour. Voilà, ça fait partie des petites choses qui peuvent effectivement aider à alléger ce sentiment d'anxiété constant auquel vous faites référence dans votre témoignage. Euh, hum, alors, on a un message de Laurence qui nous dit, Laurence, 62 ans, qui nous dit, bonsoir, soignante infirmière, redevenue soignée, difficile de se situer. Fanny? Hop, j'active mon son, pardon. Du coup, j'ai toujours un petit délai. Alors, de ce que je comprends de Laurence, j'imagine que c'était une infirmière à la retraite probablement, qui maintenant souffre d'un cancer. Je ne sais pas si elle est anxieuse par ailleurs, mais en effet, je pense qu'il doit y avoir à la fois je pense que ça doit être difficile d'être un peu de l'autre côté du miroir. En tant que moi-même soignante, j'imagine que ça peut l'être. Et je pense qu'Anne-Sophie, elle va nous en parler aussi, puisqu'elle a aussi la double casquette, si j'ose dire. Et en même temps, je trouve que pour Laurence, je trouve que... Ah, je crois qu'elle lève la main, Laurence, mais je trouve que c'est une force. Mais allez-y, Laurence, on vous laisse la parole, hein. Je vais écouter. Il faut mettre le micro, je pense, pour Laurence. Il faut juste ouvrir votre Vous micro. m'entendez? Oui, ça y est, Vous on vous m'entendez? entend. Oui, Bonsoir. bonjour. Ah, Donc, et je ne suis pas à la retraite et je travaille toujours. Donc, c'est là ma difficulté de, d'accord, mais quel âge parce avez-vous, que j'ai Laurent? vraiment les deux casquettes en même temps, quoi. Et vous avez quel âge? 62 ans et demi et je continue de travailler. Pardon, j'avais entendu 72. Non, non, 62. 62. Ah mon Dieu, mais alors vous faites tout à la fois. Voilà, c'est ça. Et c'est pas facile Et pourquoi vous continuez de travailler? C'est parce que une... j'aime mon métier et Hmm, euh, c'est un activateur d'énergie. Euh, non, voilà, je ça, travaille. alors, et vous Je travaille travaillez... vraiment depuis 2 ans et demi. J'ai repris après avoir été arrêtée 19 mois. Et voilà. Et là, bah, il y a un petit début de rechute. Donc, voilà, les deux casquettes reviennent. Je Et pense que oui, c'est à la fois une fragilité, mais je pense que c'est quand même aussi une grande force, ces deux casquettes, si je peux me permettre. Et bah, pour en revenir, comme on a le sujet de l'anxiété, peut-être on peut en profiter pour parler du travail, parce que Laurence, vous en êtes un super exemple. Je trouve que c'est aussi super très difficile de se positionner, de est-ce que j'arrête de travailler, est-ce que je tout à fait. continue. On repart un peu sur cette histoire de comment faire pour être ni dans le déni, ni dans le renoncement total, quel est le bon équilibre. Donc moi, ça, je ne peux pas vraiment conseiller, parce que je pense que ça dépend beaucoup des personnalités et évidemment des symptômes, de la pathologie, etc. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand on est anxieux, et c'est normal d'être préoccupé, encore une fois, par sa maladie, bah, tourner en rond tout seul chez soi, c'est pas bon, parce que être isolé chez soi, évidemment, ça va pas calmer l'anxiété. Parfois, j'entends des gens qui me disent non, mais là, je te laisse, je suis angoissée, je préfère rester tranquille chez moi. Mais en fait, ça marche pas. Quand on a de l'anxiété et qu'on est seul avec soi-même, on va tourner en rond et ça va ne faire qu'augmenter. Donc, de maintenir une activité, ça, c'est, je trouve, assez important. Ça peut être le travail, mais bien sûr, ça peut être autre chose. Mais de rester dans le moment présent, de faire passer les heures les unes après les autres, d'avoir des trucs dans la tête,
des trucs que l'on fait avec ses mains, voilà. C'est vrai que finalement, ça nous décentre et ça fait du bien pour quelques heures d'oublier, par exemple pour vous Laurence, qu'on est soigné, mais se considérer plutôt comme soignant. Donc c'est vrai que quand on est anxieux, quand l'anxiété elle est assez envahissante et que les patients le peuvent, moi je leur conseille quand même de travailler peut-être à mi-temps, en Mhm. effet. Je trouve que c'est pas mal pour eux. Ça leur permet de se décentrer et de se remplir la journée. En fait, Dites-moi. jusque-là, vous m'entendez de nouveau? Oui, oui, je Oui. vous entends très bien. Je retravaillais depuis 2 ans et demi et j'étais un petit peu un booster pour mes patients parce que j'avais l'expérience, on va dire, de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et, mais là, j'ai été pendant quelques jours, depuis un mois, là où ça ne va, j'ai de nouveau des soucis. J'avais vraiment du mal à me situer et j'avais plus du tout le mental pour écouter les patients. Je n'avais pas du tout envie de retravailler. Mais là, ça y est, je crois que j'ai eu un déclic d'acceptation, d'après ce que vous expliquez. Et il me semble que là, ça va m'aider à repartir pour affronter ce moment, ce parcours, pas forcément toujours simple. Moi, je pense que quand on peut, quand on a la possibilité physique, enfin et même matérielle, ça dépend plein de choses. Si on habite trop loin de son lieu de travail, si, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que en effet, c'est pas mal. À la fois parce que ça nous fait penser à autre chose, à la fois parce que Tout à ça fait. nous maintient dans la vie et ça nous fait nous dire que on n'est pas que des patients, mais qu'on est aussi quelqu'un qui a un emploi, on est aussi une maman ou un papa ou un enfant, on est aussi une copine, on est aussi une collaboratrice d'autres personnes, une patronne, un employé, etc. Et ça, c'est quand même super chouette Tout à fait. de pouvoir sortir de ce statut de Tout à malade. fait. Ça fait Ouais, du bien. On est quand ouais. même un être humain avant d'être un patient. Et un être humain, il est fait de plein de tiroirs. Donc il y a le tiroir patient, mais il y a les autres. Et il faut essayer de pas tous les laisser tomber, en fait. Mais je pratique le yoga, le qigong, je Oh, nage, je marche, je oh pratique là la là. méditation de pleine conscience. Voilà, j'essaye, mais malgré ça, là, je viens de vivre un mois où j'étais complètement démunie, quoi, au fond du trou. Mais bon, voilà, il fallait que ça se digère. Mais Bien sûr, et là pour terminer, Laurence, concernant votre situation, c'est ce qu'on disait en début de webinaire. Là, on est dans une forme d'anxiété assez normale oui, finalement. On a une mauvaise nouvelle, on est anxieux, ce serait presque inquiétant d'un point de vue médical. Moi, si vous me disiez, je suis pas du tout inquiète, tout va bien, tout roule, ça m'inquiéterait un petit peu. Votre anxiété, elle est plutôt normale et je trouve que vous la prenez en charge d'une bonne façon. et puis, je me suis allée vers la psychologue, vers l'hypnothérapeute, vers la réflexologie. Voilà, j'essaie de me faire entourer par des gens bienveillants et compétents et des soignants merveilleux parce que, voilà, en tant que soigné, c'est important d'avoir des soignants géniaux et d'essayer de donner en tant que soignante ce que j'attends en tant que soignée. Donc, voilà ma philosophie. En tout cas, un grand merci Laurence pour votre intervention, pour votre témoignage et pour avoir eu Merci. ce temps de réflexion effectivement sur anxiété et travail. Euh, Moi, j'ai un profond respect pour le métier que vous faites et encore plus dans votre situation à double casquette qui ne doit pas être simple à gérer au quotidien. Surtout que de ce que je comprends, vous travaillez en univers d'oncologie. Donc, effectivement, c'est effectivement un univers qui est particulièrement Oui, spécifique et qui voilà. vous renvoie à votre propre maladie. Euh, Moi, effectivement, dans ce que vous citez comme solution toutes les deux, avec Fanny, effectivement, pour moi, c'est se concentrer sur les activités que l'on aime, qui nous font du bien. Ça permet de mettre l'esprit sur autre chose, de se concentrer sur autre chose. Et ça peut avoir un bienfait assez méditatif, enfin, assez, qui va diminuer l'anxiété puisqu'on va se concentrer sur autre chose. Ça peut faire beaucoup de bien. Et puis voilà, c'est aussi le conseil de, voilà, dans ces temps d'activité, ça peut être, voilà, que ce soit du jardinage, des activités manuelles, du tricot, de la broderie, peu importe. C'est de, pourquoi pas, aller à la rencontre d'autres personnes, que ce soit vos proches ou des amis ou des clubs dans
la ville dans laquelle vous vivez pour voilà, sortir de votre quotidien, de votre domicile, être dans l'interaction avec d'autres personnes. Ça peut vous faire effectivement beaucoup de bien. Donc voilà, un grand Et j'ai merci. beaucoup de chance d'être entourée de beaucoup d'amis bienveillants, donc c'est une aide Exactement. énorme aussi. Eh bien, Merci beaucoup de vos conférences très intéressantes et nourrissantes. Merci. avec plaisir. Merci Laurence. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on m'avait remonté un autre témoignage de Frédéric qui a 58 ans. Et ce monsieur nous dit, cela fait déjà 5 mois et demi que je suis en traitement et pourtant je reste inquiet. Avant chaque chimio, avant chaque examen médical, je suis en grand stress. Je me renferme, je veux protéger mes proches, mais cela pèse lourd sur moi au quotidien. Comment envisager l'avenir? Merci Anne-Sophie et merci Frédéric. De nouveau, comme le témoignage de Sylvie, je crois, on entend cette question et peut-être qu'on peut en parler parce que ça va avec l'anxiété de je veux protéger mes proches et cela pèse lourd sur moi au quotidien. C'est il faut vraiment se défaire de la culpabilité. La culpabilité provoque de l'anxiété. Augmente son anxiété. Je rappelle à Frédéric, à Sylvie et à toutes les personnes qui sont là que vous n'êtes pas responsable du souci de vos proches. C'est la maladie qui en est la responsable. Ça n'a rien à voir avec vous. Donc, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas à vous de protéger vos proches. Vous êtes la personne malade. Donc, à la rigueur, s'il y a bien une personne à protéger, c'est plutôt la personne malade. Et je rebondis aussi par rapport à Sylvie. Je ne sais pas si Frédéric, lui, je pense qu'il en a parlé à ses proches, mais imaginez-vous dans la situation inverse. Si c'était votre femme, votre enfant, votre mère, votre frère ou votre sœur qui était malade, qui avait un cancer et qui faisait tout pour vous protéger, voire qui ne vous le disait pas, qui faisait tout comme d'habitude, qui faisait comme si tout allait bien alors que ça ne va pas. Comment est-ce que vous le vivriez? Je pense qu'en fait, vous ne le vivriez pas très bien. Vous auriez l'impression que la personne, elle vous fait pas confiance. Vous auriez l'impression que la personne, elle pense que vous savez pas gérer, que vous n'êtes pas assez fort pour l'aider. Moi, si mon enfant était malade et qui me disait pas la vérité, qui demandait pas mon aide, je serais un peu vexée finalement parce que je serais un peu touchée dans mon rôle de parent en me disant bah mince, il pense que j'assure pas et que je peux pas faire le job. Donc je pense que il faut se mettre à la place de l'autre et il faut vraiment, c'est le moment, hein, franchement Frédéric, de vous décharger un petit peu sur l'autre. Il faut discuter, il faut dire aux autres que vous êtes angoissé. C'est pas parce que ça fait 5 mois, vous savez, on s'habitue pas à la chimio, on s'habitue jamais à un truc pas très marrant. Hein, ça serait pas normal de s'y habituer. Donc c'est normal d'être encore angoissé avant chaque cure de chimio. Et c'est lourd et c'est difficile. Et il faut le partager. Ne restez pas tout seul vis-à-vis de ce ressenti. Parlez-en aux autres parce que vous savez que les autres, ils sont probablement également anxieux en fait. Et probablement pour pas vous embêter, ils vous le disent pas non plus. Donc finalement, cette attitude de on ne se dit rien, je culpabilise parce que j'inquiète l'entourage. L'entourage culpabilise parce que ils ont l'impression que vous n'êtes, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et donc partager vos inquiétudes respectives, en fait, ça va être quand même un gros soulagement pour tout le monde. Et ensuite, on se pose et on s'organise de façon hyper pragmatique. Qui est-ce qui est fort en compta et qui va tenir les comptes bancaires et les paperasses? Qui est-ce qui aime bien la marche et qui va aller récupérer les petits-enfants à l'école? Qui est-ce qui est nul en organisation mais super fort en cuisine et qui va nous filer un coup de main sur les courses et les repas? Et que comme ça, tout le monde mette la main à la pâte, ça va diminuer et la culpabilité et l'angoisse. Chacun à sa hauteur se sent investi d'une mission. On se serre les coudes. Il faut vraiment pas dans la maladie être l'un
contre l'autre ou l'un à côté de l'autre. Il faut vraiment être l'un avec l'autre. Et vous voyez, ça va durer un moment, Frédéric. Donc, c'est super important de vous décharger. Et quand je dis décharger, c'est parce que vous dites que ça pèse lourd, mais c'est décharger, c'est pas dans un sens négatif, c'est de collaborer tous ensemble. C'est hyper important. Et pour terminer, après je passe la main à Anne-Sophie, mais Frédéric, comment envisager l'avenir? Je n'ai pas la réponse, mais ne vous posez pas cette question. Personne ne peut se poser cette question. Je ne sais pas moi comment j'envisage mon propre avenir. On reste dans le présent, c'est ce qu'on disait en début de webinar. Et puis, vous verrez de quoi demain va être fait. Vous pouvez vous projeter sur demain vendredi, sur votre week-end, sur la semaine suivante, mais le comment envisager l'avenir, ah ben alors là, typiquement, c'est une question hyper angoissante à laquelle personne n'a la réponse. Et donc, en fait, elle est inutile. Plus facile à dire qu'à faire, mais cette question, eh ben, en fait, elle ne sert à rien parce qu'on n'a pas les éléments pour y répondre. Donc, il faut vraiment réussir à l'évacuer et vous dire, bon, hey, Frédéric, là, paf, je me remets dans le moment présent. Qu'est-ce que je fais? Je fais un gâteau pour demain, les enfants. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Est-ce que ce serait pas bien d'aller se balader un petit peu s'il fait beau? Voilà, c'est ça l'avenir. Marche après marche après marche. Bah, oui, exactement. Enfin, je pense qu'effectivement, cette notion de collectif est hyper importante. On sent de la solitude dans ce que vous dites, Frédéric, et du poids, effectivement, sur vos épaules. Comme on le dit depuis tout à l'heure, je pense que de pouvoir en parler autour de soi, de poser des mots sur les mots MAUX qui vous habitent, des émotions, des doutes, des questions, et de les partager avec vos proches. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous soulager. Et puis, moi, je me suis aussi rendu compte quand j'en ai parlé avec mes proches que chacun va s'emparer du sujet de manière différente et que chacun peut se sentir utile. J'ai des gens qui m'ont spontanément proposé, bah écoute, pour ton prochain examen, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour être à tes côtés? Moi, je peux être disponible pour aller avec toi à ton prochain scanner, à ton prochain rendez-vous à l'hôpital, à ta prochaine chimio. J'ai eu énormément de visites de gens présents à mes côtés, que ce soit à l'hôpital comme à mon domicile. Et en fait, chacun une fois l'annonce digérée, parce que ça reste quand même une annonce pour eux aussi, mais une fois cette annonce digérée, c'est comment eux... Enfin, moi, j'ai senti beaucoup de gens qui voulaient être utiles ou qui voulaient être présents ou qui voulaient pouvoir aider face à ce que je vivais moi. Et donc, bah, ça a été de plein de manières différentes. Et de permettre effectivement à chacun de pouvoir trouver leur manière à eux d'être utile, d'aider, que ce soit moi ou que ce soit mes proches chez qui je vivais au moment de la maladie, pour pouvoir adoucir le quotidien et permettre effectivement plus de fluidité, plus de facilité dans un temps de vie qui est quand même assez complexe. Donc voilà, et effectivement, comme dit Fanny, chaque jour l'un après l'autre, ça sert à rien de se projeter à dans 6 mois, à dans un an, à dans 5 ans. On ne sait pas de quoi la vie est faite et que ce soit maladie, pas maladie. De toute manière, on ne sait pas, donc autant se concentrer sur notre journée, sur ce qui est aujourd'hui, peut-être demain, sur des projets qu'on peut faire pour se donner du plaisir ou de la perspective, et laissons de côté le reste en fait. Enfin, il y aura bien, enfin, ça arrivera en temps voulu. Mais en tout cas, merci pour votre témoignage et on espère que ces quelques clés de réponse pourront venir nourrir votre réflexion. Alors, je vois qu'on a une main levée. Donc, je vais vous laisser ouvrir votre micro. Oui. Allô? Vous Oui, m'attendez? Oui, on on vous Voilà. vous entend. entend. Bonjour. Oui. Bonjour. Mon nom, c'est Oumaran. C'est vrai que c'est difficile à prononcer. Les amis m'appellent Mara. J'ai 65 ans, donc j'ai eu le cancer de ça l'année passée, le mois de juin. Je suis en rémission pour le moment. En fait, ma question, c'est par rapport au travail. Pendant tout mon traitement, je continue à travailler à mi-temps. J'ai arrêté seulement pendant un mois et demi quand on m'a opéré. Et maintenant, je repris le travail à 100%. En fait, c'est quoi mon problème? Je pense que je travaille même de trop. Justement, c'est pour ne pas angoisser, pour ne pas penser. Je- j'ai pas. Ah, on vous entend plus. C'était fini? Non, c'est pas fini, mais Ah, oui, voilà. je vous entends. On vous entendait plus. Ça a coupé un petit peu Je pense sur qu'il y a la. peut-être eu un Donc, petit moment d'émotion.
Je travaille pour ne pas penser, pour ne pas avoir des pensées négatives. En Mm. fait, le travail m'occupe l'esprit. Alors, je suis à l'âge de la pension, je peux prendre ma pension, Ouais. mais je ne veux pas arrêter de travailler justement pour ne pas tomber dans ce piège que la maladie, euh, que ça devient la priorité de mes journées, de ce qui s'ensuit. Mais alors, je ne sais pas pourquoi vous dites que vous travaillez trop. Peut-être que c'est parce que vous vous trouvez très fatigué. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous travaillez trop? Ça- C'est-à-dire que j'ai travaillé à temps plein, j'ai fait plein d'activités à côté, justement pour occuper mes pensées tout le temps à autre chose. Ne pas ne pas avoir un moment pour avoir des pensées négatives. Hmm. Alors, ça part plutôt d'une bonne intention, je pense, et c'est plutôt une bonne chose. Comment on travaille sur l'anxiété? Je ne vais pas me lancer parce que là, mes pauvres, j'en ai pour 8 heures, vous ne seriez pas rendus. Mais il y a une thérapie qui s'appelle la thérapie comportementale et cognitive. Comportementale, comme son nom l'indique, ce sont les comportements. On travaille sur les comportements qui vont donner de l'anxiété. Comment travailler là-dessus? Par exemple, via la méditation, la respiration, la relaxation qui vous apprennent à rester dans l'instant présent, à mieux respirer pour diminuer les tensions, etc. Ça, c'est le comportement. Cognition, ce sont les pensées. Comment chasser les pensées anxieuses, comme vous en parliez? Et ben, ça peut être justement, en effet, en s'activant, en noyant ses pensées dans autre chose. Et puis aussi, il y a un travail qui doit se faire sur les émotions. Gérer ses émotions, prendre du recul, les accepter. Et donc là, ce que vous dites, c'est une super, c'est très bien, mais parfois ça se retourne contre nous. Parce que quand on en fait trop, finalement, on se noie. Ça n'est plus qualitatif, mais c'est quantitatif. Ça fatigue. Et puis, l'anxiété, elle va revenir d'une autre façon. Donc, moi, je pense que peut-être ce qu'il faut que vous fassiez, j'en sais rien, hein, mais je ne sais pas si vous ne pourriez pas lever le pied un peu sur le travail. Et si vous faites des activités, j'imagine que vous avez déjà essayé de vous tourner, mais vers des activités un peu cool, quoi. Peut-être un peu des activités de relaxation, des activités de méditation, de la marche contemplative, des choses où vous savourez l'instant. Parce qu'il y a d'autres façons de chasser les pensées que d'être en activité Wonder Woman tout le temps. De rester connecté, de travailler. Il y a des séances de méditation qui sont justement sur le fait de on regarde passer les pensées et elles repartent, etc. Tout ça, c'est super bien. Peut-être que ce serait quelque chose qui serait intéressant pour vous pour trouver un meilleur équilibre et pas vous épuiser, quoi. Mais j'essaie de le faire. Donc, j'ai fait je suis des cours pour me concentrer, hypnose, mais j'ai du mal à me concentrer et suivre, c'est incroyable. Je dois chaque fois retravailler dessus et c'est très difficile. C'est pas que je n'essaye pas, j'essaye vraiment. Bon, je sais qu'il faut, on est un peu limité dans le temps parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, je crois, poser leurs questions. Je m'en excuse, mais juste pour terminer là-dessus, franchement, c'est une sorte de gymnastique quotidienne. Moi, j'appelle ça la gym mentale. Ça prend du temps de réussir à rester concentré, à la fois bienveillant avec soi, sans culpabiliser, chasser les pensées. Ça prend vachement de temps. Donc là, vous faites, je crois, ce qu'il faut faire. C'est bien. Mm. Vous allez progresser, ça paraît évident, il ne faut pas lâcher, il faut que vous persévériez parce que vous êtes sur la bonne voie. Merci Et, et j'en beaucoup. Merci pour votre conseil. et j'en profite pour vous dire qu'effectivement, on a des programmes de soins de support digitaux que vous allez retrouver dans Oui, l'application, oui, oui. J'ai dont un participé. programme de 6 semaines de méditation. Donc, ça peut être l'occasion pour vous, si vous vous inscrivez, au cours de ces 6 semaines, de découvrir la méditation avec notre instructrice experte Rachel, qui va pouvoir vous présenter plein de manières de méditer
et du coup voilà, de poser l'attention et la concentration sur autre chose. Et le temps d'une méditation, de pouvoir effectivement voilà, ralentir la tête pour revenir au corps et pour revenir au souffle et pour pouvoir être mieux. Donc, il y a ce programme-là. Il y a d'autres programmes que sont l'activité physique adaptée aux patients cancer et le yoga. Et puis, début 2024, on a un programme de thérapie comportementale et cognitive qui va débarquer dans l'application sur l'anxiété. Donc, ce sera l'occasion, si à nouveau vous avez encore ce symptôme qui est présent pour vous, ça pourra être l'occasion d'explorer ce programme. Mais effectivement, comme le dit Fanny, la phase de rémission est en plus assez spécifique avec beaucoup de questions qui peuvent venir s'accumuler pour vous. Effectivement, le faire permet de se concentrer sur autre chose, mais par exemple, la méditation permet d'être dans juste être, être à se fatiguer, à faire des choses à côté et effectivement de pouvoir mieux appréhender ces phases d'anxiété qui peuvent venir bousculer. Et d'ailleurs, donc on va prendre la question suivante. Valérie nous dit, j'ai un cancer du sein triple négatif après d'autres aventures santé. J'ai fait une rupture d'anévrisme au cerveau en 2016, un papillomavirus en 2017 et un cancer de la thyroïde en 2022. Je ne suis pas particulièrement anxieuse de la maladie, c'est surtout l'après qui me rend anxieuse. Le pronostic est plutôt bon et j'ai confiance. Donc, ça fait une transition intéressante avec le témoignage qu'on vient d'entendre. Fanny? Oui, tout à fait. Valérie, je pense que j'aurais deviné que effectivement, ce qui vous inquiète, c'est l'après, parce que là, les embêtements ont volé en escadrille, on va dire. Et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure de ce fameux syndrome de Damoclès. Le syndrome de Damoclès, c'est le fait qu'on est quand même très transformé à la fois physiquement et psychologiquement par une maladie, et que même quand on est en rémission, même quand on est guéri, ça marque évidemment beaucoup, on a même un traumatisme, et que c'est vraiment très très difficile, de toute façon on ne peut pas être comme avant, et du coup c'est dur de pouvoir être de nouveau serein, de pas se dire le et si ça revient. Et comme vous, hélas, vous avez vécu plusieurs maladies qui se sont enchaînées sur ces 10 dernières années, j'imagine que l'appréhension du après chez vous, elle est vraiment très forte. Ça se traite, il faut vraiment, il y a des vrais traitements, il y a des programmes, je crois que je pense que je vais en construire un là sur résilience, sur la peur de la récidive, ce fameux syndrome de Damoclès, parce que maintenant il y a plein de protocoles qui existent en thérapie comportementale et cognitive pour quand même essayer de s'en extraire. Alors vous, votre histoire en plus, Valérie, c'est tout à fait compréhensible que vous soyez anxieuse, mais encore une fois, comment rester dans le moment présent, comment ne pas faire des bilans médicaux à outrance, parce que finalement, il se passe l'inverse. Plus on essaye de se réassurer, moins ça marche. On peut même devenir finalement un petit peu hypochondriaque, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose à vraiment. Parfois, il y a des patients qui se font suivre par un psychologue ou un psychiatre pendant leur maladie. Et après leur maladie, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais en fait, parfois, il y a des patients qui seraient presque mieux à être suivis après la maladie. La phase de rémission, c'est une phase difficile parce que tout le monde a l'impression que chacun reprend sa route, hop, on est reparti comme en 40, comme avant, etc. Mais non, en fait, c'est pas le cas. On n'est à jamais transformé et nous, on reste seul avec notre angoisse parce que là, encore une fois, on n'ose pas le dire. Parce que tous les autres, en plus, ils ont déjà tellement vécu de difficultés pendant qu'on est malade, qu'on n'ose pas tellement dire que nous, on n'est toujours pas bien alors qu'on est censé quand même se réjouir et aller mieux. Donc, ça peut être aussi l'occasion de voir un professionnel de santé. Et c'est Valérie qui lève la main encore. Ah non, je me trompe peut-être. Si Valérie, il faut enlever le micro, je pense. L'ouvrir, oui. Enfin, l'ouvrir. Ah bon. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Oui, donc en fait, j'ai rajouté dans le chat ma phase préférée en ce moment, c'est mieux que si c'était pire. Je garde l'optimisme, mais chevillé au corps, en fait. Même si je vis la maladie complètement seule en présence,
J'ai deux enfants, mais une à Londres et l'autre à Paris. Donc, c'est un peu loin de chez moi. Et elles sont présentes. Et elles n'ont pas particulièrement d'anxiété non plus, elles, puisqu'il y a en 2016, elles ont vraiment failli me perdre, donc elles relativisent beaucoup. Et l'idée, c'était que ben, je me soigne d'abord pour elles et après pour la suite. C'est un peu compliqué parce que j'ai des difficultés à trouver de bonnes raisons pour moi, en fait, pour moi personnellement. Donc là, c'est vrai que c'est ça, je me dis, bon, je vais voir une oncopsychologue à partir de lundi parce que je suis à 11 séances de chimio, une par semaine, et puis après, je passerai à une toutes les trois. Et je les vis bien, j'ai pas à part de la fatigue et mal aux pieds, j'ai pas d'effet indésirable, je le supporte bien. Et je me dis, mais tout ce temps où je suis très occupée et tout ça, qu'est-ce qui se passe après, en fait? Puisque je suis en invalidité, je travaille un peu comme thérapeute conjugale et familiale, mais très peu. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, bah, effectivement, je suis très bien prise en charge, on m'entoure, je suis là vraiment le centre de l'attention des soignants qui m'accompagnent, très bien d'ailleurs. Et puis, bah, après, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vrai que c'est plus ça. Voilà, c'est plus ça. Quand tu n'auras plus personne, en fait, autour de moi, et voilà quoi. Oui, c'est difficile, vous avez raison, parce que finalement, quand on est malade, bah, il y a aussi une forme de remplissage. On est malade et c'est dur, mais on est entouré. Et si vous avez des filles qui ne vivent pas dans le même endroit que vous, bah, c'est aussi bah, d'un seul coup, bah, je vais mieux ou pas. Et puis c'est la solitude. Mais peut-être que vous êtes aussi un peu triste, Valérie, quand vous dites que vous avez du mal à trouver des raisons pour vous battre, même pour vous, alors qu'il y en a plein. Et que d'ailleurs, c'est d'abord pour soi qu'on se bat lorsqu'on est malade et plus que pour les autres. Et ça, qu'on ait une grande famille ou qu'on n'en ait pas. Et donc là-dessus, il faut vraiment essayer de vous accrocher et de vous projeter sur les petits plaisirs de la vie. Euh, Aller mettre les pieds dans les grains de sable et regarder la mer, c'est un vrai plaisir juste pour vous. Manger un bon gâteau au chocolat aussi, voir un film extraordinaire. Et c'est toutes ces petites choses-là sur lesquelles vous devez vous attacher, vos amis, vos proches, vous en avez quand même forcément. Et peut-être de vous faire, par exemple, vous voyez, une liste de tout un tas de petites activités, petites, moyennes, grandes, de quelques heures à quelques jours ou quelques semaines, tout un tas de trucs que vous avez envie de faire, ou apprendre le chinois, faire, j'en sais rien, moi, monter à la corde, faire de l'aviron, je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, je suis sûre que vous avez envie de faire des trucs. Faites-vous une liste non exhaustive de plein de choses et puis vous verrez plus tard. Mais je coupe, je reste pas trop longtemps parce que je crois qu'on va trop déborder sinon. Euh, mais je vous remercie Valérie. Je vous remercie aussi beaucoup de vos réponses. Merci, merci. Alors, on va enchaîner du coup avec le reste des messages qui ont été envoyés. Marie-Yvonne voudrait témoigner sur la gestion de l'anxiété. Par rapport à son expérience personnelle, elle a été atteinte d'un deuxième cancer du sein et le premier, il y a 6 ans bientôt, cancer du poumon. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Marie-Yvonne, sur ce sujet en ouvrant votre micro? Ou sinon, Fanny, est-ce que tu veux éventuellement dire des choses effectivement sur... En quelques minutes peut-être, parce qu'on Marie-Yvonne, c'est ouvert mon micro moi? Oui, oui. En quelques minutes peut-être pour parler gestion de l'anxiété pratico-pratique, quoi, des vrais conseils, puisqu'elle semble vouloir parler de ça, Marie-Yvonne, mais comme on ne l'a pas. Donc on lui disait, c'est déjà, bon, tout ce qui est relaxation, méditation, yoga, respiration, activité physique adaptée,
ça vide la tête. Une bonne hygiène de vie, ça peut paraître tout bête et banal ce que je vous dis, mais je vous le dis quand même parce que je ne serais pas médecin si je ne vous le disais pas. Donc, évidemment, la cigarette et l'alcool, je pense que c'est quand même mieux d'oublier. On s'alimente bien, on mange bien, on essaye de bien dormir. Bon, toutes ces choses-là, c'est la base de toute façon pour diminuer le stress, qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas. De bien rester dans le moment présent, de se faire, quand je dis rester dans le moment présent, c'est savourer l'ici et le maintenant, les petits plaisirs de la vie. Et bien sûr, on peut se projeter, mais c'est pas la peine de se projeter à 10 ans. En revanche, s'organiser, se dire que demain, on va se faire un petit truc sympa, qu'on annulera si jamais finalement on ne peut pas le faire, c'est pas grave. Apprendre à bien s'organiser, apprendre évidemment à bien communiquer, expliquer aux autres notre anxiété, nous organiser tous ensemble, travailler sur les comportements, accepter nos émotions, apprendre aussi à s'affirmer, à ne plus culpabiliser, à s'affirmer pour formuler des demandes, pour dire non quand on veut pas, quand demander, critiquer quand on trouve que ça va pas. Tout ça, c'est de l'affirmation de soi et c'est hyper important pour diminuer aussi l'anxiété. Et le travail dont on parlait tout à l'heure sur les pensées automatiques négatives, comment les noyer dans d'autres pensées, comment se rendre compte en fait que là, on a une pensée automatique négative et qu'en fait, ben, ça va pas, il faut arrêter de penser comme ça et essayer de trouver des trucs et astuces. Bon, voilà, là, je vous ai dit plein de trucs de façon super large. En 1 heure de temps, hélas, on n'a pas le temps. Comme le disait Anso, vous avez les programmes que vous retrouverez et celui de l'anxiété que vous pouvez trouver à partir de janvier. Et donc, on n'a toujours pas Marie-Vonne. Alors, on peut enchaîner. On a Nathalie qui nous a écrit et qui nous dit: Bonsoir, on m'a découvert un cancer du sein il y a 7 mois et mon conjoint a eu peur et m'a quitté. Comment puis-je avancer? Alors, on sort un petit peu de notre thème de ce soir. C'est dur de donner tant de conseils en quelques minutes, et j'ose même pas dire ce qui me vient en tête, mais je crois que je vais quand même le dire. En tout cas, déjà, c'est peut-être quand même une. Enfin, si quelqu'un se sépare de vous parce que vous êtes malade, je pense que c'est normal, bien sûr, d'avoir peur et je connais absolument pas la situation, mais peut-être que finalement, ça n'aurait pas marché. Je vais juste dire ça. Peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, peut-être que c'était pas la bonne personne, si elle n'a pas su gérer ça pour vous, donc peut-être que finalement, c'est presque une bonne chose. Maintenant, comment avancer? C'est compliqué d'avancer quand on est malade et quand on est seul et qu'on n'a pas non plus forcément envie du coup de retrouver quelqu'un. Et puis, comment le dire à ce quelqu'un si on a un nouveau petit ami qui nous tombait sous le coin du nez? Mais heureusement, il n'y a pas que les hommes dans la vie, il y a aussi les amis, il y a aussi la famille, il y a aussi les collègues, il y a aussi des nouvelles personnes que l'on peut rencontrer. Des personnes qui sont malades ou des personnes qui ne sont pas malades. Et donc, évidemment, là, pour le coup, il faut vraiment remplir sa vie parce que c'est double peine, être malade et être quitté. C'est super dur et c'est le deuil de la vie d'avant parce qu'on est malade et le deuil de la vie qu'on projette parce qu'on le projetait avec cet ami et que cet ami, il n'est plus là. Donc, je comprends que ce soit super difficile, mais il faut vous entourer vraiment de personnes qui ont des énergies positives, qui soient des bonnes personnes. Même si c'est dur, même si vous n'y avez pas envie d'y aller, bah, vous y allez. Vous faites des petites routines, des petits rituels de la journée, de s'habiller de vêtements gais, de prendre votre douche, de vous maquiller, de vous faire belle, d'aller marcher si vous en avez la possibilité. Vous vous créez des routines de la journée, pareil, pour pas trop penser. Vous vous donnez des rendez-vous, vous remplissez et vous allez voir, et là je parle plus rupture que maladie, qu'avec le temps tout s'en va, comme disait l'autre, mais c'est vrai qu'un jour vous allez vous lever et que le poids qui est là, bah, il sera beaucoup moins lourd en fait. Ça part, mais en attendant, il faut tenir. Il y a beaucoup trop de questions et beaucoup trop de questions intéressantes, c'est horrible. Non, non, mais c'est très juste. C'est effectivement pas rester seul, être bien entouré. Je suis sûre que vous avez des amis formidables qui sont à vos côtés, voilà, mettez de la musique, dansez, revenez à des choses légères qui vous font plaisir, cuisinez, sortez, allez voir des expos, entourez-vous de beaux, enfin, faites des choses qui vous font du bien. Et puis, encore une fois, comme on disait là, c'est chaque jour l'un après l'autre. En tout cas, merci pour votre témoignage. Je vais prendre le suivant parce qu'effectivement, on arrive déjà bientôt à la fin de ce live. Donc, Elisabeth nous dit, que faire quand on est obsédé par la peur de mourir à cause de la maladie?
Si ça devient vraiment une obsession et que vous n'avez pas de suivi, Elisabeth, psychologue ou psychiatre, je pense qu'il faut vraiment en parler à votre équipe de soins. Et là, ça semble l'être. C'est vraiment ça, en fait. C'est de l'anxiété. Il y a la peur la peur de mourir, mais c'est ça, c'est une anxiété envahissante, comme on en parlait, qui va, en fait, c'est quand même le truc complètement paradoxal et encore plus agaçant, c'est que vous êtes en vie et finalement, vos pensées, elles vous pourrissent d'une certaine façon la vie avec quelque chose qui n'est pas arrivé et qui arrivera peut-être dans très longtemps, mais en attendant, vous ne vivez pas en fait, vous vivez mal à cause de, c'est pas de votre faute, hein, c'est à cause de ces pensées-là. Du coup, c'est vrai, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, on a déjà évoqué pas mal de conseils dans ce live. Le conseil que je pourrais rajouter, c'est peut-être celui de l'écriture. Quand ces pensées commencent à vous obséder, vous angoisser, monter, écrivez ce que vous pensez, écrivez vos émotions. Et peut-être essayer de prendre un petit peu de recul, relisez plus tard et essayez de voir comment vous pourriez penser un petit peu différemment. De poser sur le papier, d'écrire, ça permet déjà de comprendre en fait. Et ça permet de prendre du recul. Quand on a une pensée, ça tourne complètement en boucle. Essayez de répéter dans votre tête 450 fois, faut que j'aille chercher le pain. C'est complètement bête, personne ne le fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit qu'il faut qu'on aille chercher le pain? On s'écrit sur notre téléphone ou sur un petit post-it qu'il faut aller chercher le pain et puis on le fait. Bon, bah là, finalement, la pensée de mais je vais peut-être mourir, je vais pas m'en sortir, vous la tournez en boucle 450 fois dans votre tête, ça n'a pas tellement de sens non plus. Écrivez-la. Et ensuite, prenez un petit peu de recul. Et puis faites le programme de thérapie comportementale et cognitive du mois de janvier de l'anxiété du docteur Jacques. Exactement. Très bonne suggestion. Et c'est vrai que le conseil de l'écriture est un conseil qui peut paraître anodin, mais pour bon nombre de patients que j'ai pu rencontrer depuis 10 ans, c'est une vraie manière de pouvoir évacuer toutes les questions, tous les doutes, toutes les impressions qui nous traversent et qu'on n'ose pas partager à l'extérieur. Bah, rien que le fait de le poser sur le papier, ça permet de se décharger de ce truc-là et derrière de pouvoir avancer un peu plus léger. Donc peut-être que cet exercice pourra vous faire du bien, Elisabeth. En tout cas, un grand merci pour votre message. Et on va finir avec le message de Karine qui nous dit, dans quelques jours, 1 an qu'on a découvert ma tumeur au cerveau. Cet anniversaire fait remonter beaucoup d'émotions. Pendant 1 an, je me suis concentrée sur le combat contre la maladie. Maintenant que le traitement se termine, l'anxiété prend le dessus. Ben ça, Karine, effectivement, on commence à réévoquer les thèmes qu'on a déjà évoqués, c'est-à-dire finalement, d'un seul, alors qu'on était bien entouré, qu'on était comme dans un cocon, qu'on était sous cloche, quand on va mieux, c'est très perturbant parce que à la fois on est censé quand même se réjouir d'aller mieux. Et donc, on n'ose pas trop dire que en fait, c'est flottant et c'est angoissant. Et puis, d'un seul coup, tout le monde reprend le cours de sa vie, mais sauf que nous, on est transformés à jamais. Et puis après, évidemment, c'est l'anxiété de la récidive ou d'une rechute ou d'un autre malheur qui va prendre le pas. Et ça, c'est dur également. Et puis, le fait qu'on se sent en décalage avec ceux qui n'ont pas vécu comme nous. C'est vrai, on appelle les patients qui sortent d'un cancer des survivants parce qu'il y a vraiment ce truc-là de syndrome du survivant. On est en décalage, on n'a peut-être plus envie on n'a plus la même philosophie de vie qu'avant. On peut avoir envie de changer de travail, on peut avoir envie d'aller vivre ailleurs, on a envie de voir la vie autrement. Et les autres, ils nous suivent pas non plus forcément. Et donc, on se sent en décalage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui crée de l'anxiété. Si c'est trop fort, je pense qu'il faut pouvoir déjà évidemment échanger ça avec vos proches. Et si vous n'arrivez pas à vous rassurer par les méthodes qu'on a évoquées, c'est important, je pense, d'en parler à un professionnel. Tout à fait. C'est effectivement une belle manière de répondre à ce témoignage, Fanny. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 19h33, donc un grand merci pour toutes ces interactions qu'on a eues ce soir. C'est particulièrement riche et on est très reconnaissant de ces interactions et de la confiance que vous nous témoignez en partageant vos histoires et vos questions. Le sujet de l'anxiété est un sujet très vaste
Et effectivement, comme on l'a dit dès le départ, ça peut survenir à plein de moments différents de votre parcours cancer, mais de la vie en général. Et c'est sûr que sur ce sujet-là, être entouré, pouvoir en parler, pouvoir s'occuper l'esprit ou le corps avec d'autres activités, permet de tenir à distance ce mental qui des fois est très envahissant et des fois peut être notre pire ennemi puisqu'il va des fois avoir tendance à nous projeter sur des scénarios qui sont aussi pires les uns que les autres et qui sont du coup assez néfastes pour notre santé mentale. Voilà, on propose des choses effectivement avec résilience, donc à la fois le programme de méditation, le programme de yoga, le programme d'activité physique. À venir, on a des programmes sur l'anxiété et la fatigue qui viendront pour 2024. On va continuer de créer de nombreuses choses pour vous permettre d'avoir un parcours face au cancer qui soit un peu plus doux. Et je vais laisser la parole à Fanny pour le mot de la fin. Bah, moi, je vous remercie en tout cas pour ces échanges. Je suis super contente. C'est quasiment le premier live où il y a plein de gens qui interagissent et ça, c'est trop sympa. Et donc, oui, je vois la petite enquête de satisfaction. Ça serait vraiment très, très chouette si vous pouviez prendre une petite minute supplémentaire pour y répondre sur comment est-ce que vous avez trouvé ce format, la thématique abordée et surtout, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme prochaine thématique. C'est super important pour nous parce que comme ça, ensuite, on va travailler ensemble pour essayer de répondre et d'être adapté à vos besoins. Donc, quelles sont les thématiques que vous avez envie de voir abordées? Je vous remercie beaucoup et j'étais super ravie que tout le monde se parle. Fanny, je vais juste, le temps que les patients, enfin que vous participants, répondiez à cette courte enquête de satisfaction, on a un dernier message qui a été envoyé il y a 1 minute de Pascal qui dit: Je m'occupe de ma maman depuis que je suis en retraite et là, depuis mon cancer, j'ai peur de partir avant elle. C'est moi qui m'occupe de tout, ses courses, son administratif, ses rendez-vous médicaux. Je suis fatiguée, mais j'ai peur pour la suite. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot en 1 minute chrono pour répondre En à... une minute, ce qui me manque, mais c'est pas grave, c'est est-ce que la maman de Pascal est au courant de la situation? Quand on a un parent âgé, en tout cas, je pense que les parents âgés, ils sont bien plus forts que ce qu'on ne croit. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je pense que sa maman, en fait, ça reste une maman. Et donc, je pense qu'elle a besoin de savoir ce qu'a Pascal, comment va Pascal, et qu'elle a peut-être aussi envie d'aider Pascal à sa façon. J'espère que Pascal n'est pas toute seule avec sa maman et qu'elle a des proches pour également gérer la situation. C'est une situation hyper complexe, là, je pense, avec une anxiété qui est plutôt normale. Et j'inviterais aussi bien Pascal à faire tout le tour de ce qui est les droits, les aides, l'assistante sociale, parce que parfois on a l'impression qu'on sait tout, mais en fait on a manqué des choses et il y a peut-être des choses auxquelles elle a le droit en termes d'aide et qu'elle n'a pas vues. Mais et puis si elle veut nous envoyer un petit message, un message privé, je ne sais pas si c'est possible de le faire ou si elle veut qu'on en reparle plus tard. Je ne sais pas comment. Si vous voulez, Pascal, la proposition, c'est effectivement, comme le temps est écoulé, vous pouvez m'envoyer un mail à anne-sophie@resilience.care, Anne-Sophie@resilience.care et on pourra répondre si vous le souhaitez. Voilà. Exactement. Et donc, écoutez, je vous remercie toutes et tous d'avoir été à nos côtés et d'avoir pris part à cette conversation sur cancer et anxiété. On espère que cette conversation a pu vous apporter des clés de réponse. On a été enchantés d'être là à vos côtés pour échanger sur tout ça. On vous souhaite une très belle fin de journée, une très bonne soirée. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.